Bonjour Sophie, Bonjour Nicolas. merci en tout cas de prendre de ton temps pour nous accorder cette petite interview. En tout cas, je suis très ravi de pouvoir t'accueillir sur la chaîne ici Pépite Éducative pour que tu puisses nous partager tes expériences, tes projets et tout ce que tu mets en pratique. Donc c'est vrai que tu as pas mal de casquettes différentes, j'en ai noté quelques-unes, mais tu nous expliqueras tout ça mieux que moi. Mais tu es notamment coordinatrice de la SBL Éducation sans limite. Tu es à la base d'un projet aussi qui s'appelle le projet Évocation. Et tu es co-organisatrice d'un festival d'éducation, d'innovation, d'enseignement, etc., qui est le festival Out of the Book. Et donc, en tout cas, merci d'abord de pouvoir nous accorder un peu de temps ici. Est-ce que tu pourrais, en quelques mots, peut-être te présenter, de dire qui tu es et quel est un petit peu ton parcours jusqu'à présent? Oui, avec grand plaisir. Donc, moi, j'ai été professeure de français pendant 15 ans dans une école secondaire. Mhm. Et effectivement, il y a maintenant 3 ans, j'ai quitté l'enseignement. Je ne suis plus enseignante dans une classe D'accord. et je partage mon temps. Mais comme tu viens de le dire, j'étais coordinatrice de la SBL Éducation sans limite, qui avait vraiment cette ambition de travailler et de défendre l'école inclusive et de faire Mhm. en sorte que l'école ordinaire puisse accueillir un maximum d'élèves. Donc, on travaillait beaucoup avec des orthopédagogues dans tout ce qui était activité de différenciation, accompagnement des enfants à besoins spécifiques. OK. D'autre part, ben, ça va faire une dizaine d'années maintenant que j'ai conçu ma propre structure qui est Évocation, où Mhm. là, j'accompagne énormément d'adolescents, principalement du secondaire, mais aussi universitaires, dans tout ce qui est méthode de travail, donc vraiment apprendre à apprendre. Mhm. Et je suis aussi co-organisatrice donc, du festival Out of the Books, donc, qui est né il y a maintenant 3 ans, Il y a eu la avec première édition en 2018, hein, c'est ça, oui, j'étais. c'est ça, tout à fait, avec l'ambition de rassembler vraiment les acteurs de l'éducation, Mhm. bah, parce que comme tu l'auras compris, je suis un peu une passionnée d'éducation, hein. Toutes mes Mhm. activités Ouais. sont tournées vers l'école de demain, l'accompagnement des jeunes, en tout cas, des jeunes et des enseignants, puisque je forme les enseignants en méthode de travail au quotidien aussi. Donc voilà. Super. On a eu l'occasion aussi d'échanger juste un peu avant en off et tu me disais aussi que bah, finalement, quand tu étais professeur et tu donnais des cours de français et de DM, mais il y avait aussi l'aspect méthode de travail que tu mettais en place, notamment via un projet qui a été construit avec l'école. Est-ce que tu pouvais nous partager peut-être un petit peu cette expérience-là? Parce que c'est vrai que, bah, en tout cas, c'est un regard personnel que je porte là-dessus, mais je pense que la méthode de travail est quand même quelque chose qui est indispensable, en tout cas qui peut vraiment être un soutien pour les jeunes, parce qu'à l'école, on leur montre pas toujours comment on peut faire, on leur montre le quoi, qu'est-ce qu'ils doivent faire, et donc ce que les professeurs attendent de l'élève, mais on leur explique pas tout le temps comment avoir une recette pour, pour mémoriser, pour gérer son temps, Ouais. comment Oui, s'est passée cette tout à fait. expérience au sein En de fait, l'école. quand j'étais professeure de français, donc moi Ouais. j'ai un élève qui n'en sait rien du tout, mais qui a été un élément déclencheur pour moi à un moment donné de ma vie. C'est que c'était un élève que j'avais dans ma classe qui travaillait énormément et les résultats ne suivaient absolument pas. Ok. Et à une réunion de parents, ses parents sont tournés vers moi en me disant, voilà, nous, on ne comprend pas parce que on le voit travailler énormément, il s'investit, nous, on n'arrive pas à l'aider, est-ce que vous pouvez nous conseiller? Et Mhm. j'avoue que moi, je me suis sentie vraiment perdue en me disant, je ne comprends pas parce que cet élève, il a de la motivation, il a investi du temps, de l'énergie. Je sentais évidemment qu'il commençait à se décourager en me disant, bah, c'est pas du tout porteur, je suis pas récompensée pour le travail Mhm. que je fais. Et donc, lui, il a été vraiment un élément, je me suis dit, il faut que je puisse répondre à ses parents, il faut que je puisse aider Mhm. l'élève et je ne sais pas très bien comment je peux faire. C'est ce qui m'a amené en fait à me lancer dans les premières formations en méthode de travail en étant D'accord. consciente que c'était pas directement lié, les problèmes de mes élèves n'étaient pas forcément liés toujours à du contenu, mais Mhm. plutôt à cette question du comment faire. Est-ce C'est qu'ils ça. savent apprendre? Est-ce qu'on leur a appris à apprendre? Mhm. Et malheureusement, l'école, je pense qu'on tend vers ça de plus en plus, mais Mhm. en tout cas à l'époque, c'était pas vraiment une de ses missions. Moi, je me disais que je disais à mes élèves qu'ils devaient étudier, mais je ne leur disais pas comment ils devaient faire. Mhm. Donc je me suis lancée à une première formation en gestion mentale, en PNL d'apprentissage, en sciences cognitives. J'ai trouvé ça passionnant, en fait. Moi, je ne me suis plus jamais arrêtée parce que je me suis dit, en tant qu'intervenante auprès de jeunes, il faut que j'ai plus de connaissances sur le fonctionnement du cerveau en situation d'apprentissage. Est-ce que j'ai des stratégies de mémorisation efficaces?
parce que moi, en fait, je suis issue du même système, on ne me l'a jamais appris. Donc, j'ai bricolé deux, trois petites Il a choses quand fallu faire j'étais ses étudiante. armes en tant qu'ancienne Mais est-ce étudiante que et trouver finalement, cette technique. je Ouais, faisais des choses qui étaient efficaces? J'en suis pas si sûre. J'ai pris conscience que j'avais perdu beaucoup de temps dans mes études, pour des choses pas forcément efficaces. Donc voilà. Et donc ces formations m'ont apporté beaucoup d'outils, notamment d'accord. pour répondre à cet élève. J'ai commencé à mettre en place plein de choses avec mes élèves en me disant, ben, c'est vraiment intéressant de prendre du temps. C'était loin d'être du temps perdu, mais de prendre du temps pour leur montrer comment faire. Je sentais que ça déstressait beaucoup de mes élèves. Je me rendais compte aussi que certains avaient énormément de questions et étaient Ouais. vraiment perdus. C'était très flou pour eux, tout cet aspect méthodologique. Et donc, j'ai commencé à tester plein de choses et en me formant, on parlait toujours du Canada comme étant la Modèle référence. de référence, ouais. Voilà, ils sont vraiment en avance sur nous, ils font des choses incroyables. Et à un moment donné, je me suis dit, je lisais beaucoup de choses et je me suis dit, en fait, le mieux, ce serait d'aller sur place pour Aller aller voir plus. observer en immersion carrément. Exactement. Ça me semblait plus concret et je me suis dit, j'ai lu beaucoup de choses, je trouve ça passionnant, mais comment concrètement ils mettent tout ça en place, comment ils font en sorte que leur école soit plus inclusive, comment est-ce qu'ils parviennent à intégrer de la méthode de travail au sein même de l'école. Et donc, je suis partie pendant presque 5 mois au Canada, où j'ai eu la chance de travailler, d'observer le travail des orthopédagogues sur place et de voir un petit peu comment eux parvenaient à intégrer des structures d'aide et d'accompagnement au sein même des écoles secondaires. Et donc, Génial. quand je suis revenue, je me suis inspirée en fait un petit peu de tout ce que j'avais vu faire sur place. Pour Et je me modéliser suis quelque chose finalement, mettre en pratique avec voilà, tes étudiants, c'est génial. exactement. Et c'était l'idée aussi de se dire, je ne peux pas faire du copier-coller, c'est-à-dire qu'il y a un système et moi, je ne peux pas changer le système dans lequel C'est on est ça. non plus. Il y a une réalité, il y a un nombre d'heures qu'on peut avoir pour faire ce genre de choses. Donc, Mhm. c'est vraiment, je me suis inspirée de tout ce que j'avais vu faire et j'ai fait une proposition à ma direction qui a été super soutenante et qui m'a dit, vas-y, on te fait confiance. Et donc, j'ai commencé à construire des ateliers méthodologiques au sein de l'école avec de l'accompagnement au départ d'une structure que j'avais vue au Canada. Et Génial. donc voilà, donc ça m'a permis aussi de développer pas mal d'outils concrets. Et donc Ouais. j'animais ces ateliers de méthode de travail dans l'école et en parallèle, je continuais à travailler en individuel aussi avec des jeunes. Donc, Génial. Quel a été un peu l'impact sur les jeunes? Parce que je me doute que ça doit être, enfin, finalement, c'est rassurant aussi pour eux d'avoir des clés, des outils à leur disposition pour savoir finalement toute une série de choses à mettre en pratique autant à l'école qu'en dehors de l'école. Et quels ont été les retours finalement des étudiants ou de la structure scolaire? Alors, de la structure scolaire, je pense que, et ça, je pense que beaucoup d'écoles et beaucoup d'enseignants sont dans le cas, ils sont conscients de se dire il faut outiller les élèves. Effectivement, Mhm. c'est une des missions de l'école et je pense que le pacte d'excellence tend vers cela, Ouais. de dire apprendre à apprendre aux élèves. Un élève qui sort de réto, pour moi, il Mhm. doit avoir évidemment du contenu, c'est une évidence, c'est une des missions de Bien sûr. l'école ici. Mais il doit surtout avoir appris à apprendre, à Bien sûr. s'organiser, à être autonome face à un Devoir être apprentissage, autonome, oui, c'est ça. pouvoir mieux se connaître, en fait, toute cette approche métacognitive. Pour moi, c'est essentiel. Je dis, moi, je l'ai fait tardivement en faisant des formations en tant qu'adulte. Et je me suis Mhm. dit, j'aurais vraiment aimé mieux me connaître en fait, quand j'étais étudiante, parce que j'aurais été beaucoup plus efficace, ça m'aurait apporté beaucoup plus de motivation. Euh, Tout à fait. donc, pour moi, la réaction, en tout cas dans l'école, ça a été de dire, bah oui, ils m'ont fait confiance parce que je pense qu'ils se rendaient compte aussi qu'il y avait un réel Oui, besoin. qu'il y avait un besoin, que ce n'était pas un projet Et, finalement, où c'était vraiment quelque chose qui partait d'un besoin, d'une réalité finalement, d'un cas, d'une vignette un petit peu d'un étudiant, mais qui était peut-être d'une façon un peu plus généralisée à d'autres, parce qu'il ne faut pas finalement être en échec scolaire pour avoir besoin de méthodes de travail, parce que peut-être qu'on n'est pas en situation d'échec ou en grosse difficulté scolaire au moment T, mais c'est peut-être pour prévenir aussi, et finalement on voit que le travail en méthodo avec les jeunes, ben, il peut porter ses fruits sur du long terme aussi. Un étudiant qu'on accompagne en secondaire pourra encore utiliser les techniques et les outils en supérieur. Et c'est quelque chose, comme tu disais, ben voilà, qu'on apprend aussi sur toi. Il y a pas mal d'introspection, de développement aussi un petit peu personnel, etc. Et puis, ben, quand on trouve sa façon de fonctionner, quand on connaît le fonctionnement de son cerveau, quand on connaît les outils qui correspondent un petit peu à ses besoins et ses attentes, ben, finalement, on peut évoluer à travers ça. Donc, c'est super.
super intéressant. Je sais aussi que via le festival Out of the Book, il y a une place qui est accordée assez particulière à l'importance du plaisir finalement dans les apprentissages. Est-ce que là, c'est vraiment quelque chose, c'est un peu un cheval de bataille et c'est vrai que quand on regarde un petit peu le système éducatif actuel, bon, il n'y a pas que des défauts, mais il y a certaines failles. Est-ce que pour toi, le fait de donner ou redonner du plaisir et du sens peut-être dans les apprentissages est un élément essentiel et indispensable à mettre en place dans toutes les écoles et même en dehors des murs des écoles? Oui, pour moi, c'est l'enjeu majeur parce que quand je travaille avec les enseignants et en ayant été enseignante et en étant toujours dans l'accompagnement des jeunes, la motivation, c'est le moteur. Je veux dire, c'est le point de départ de l'apprentissage. C'est quel est le regard que l'élève porte sur ses apprentissages, sur l'école, sur le système dans lequel il évolue. Et c'est une réalité. Aujourd'hui, il y a vraiment une perte de motivation de la part des jeunes, une perte de sens par rapport aux apprentissages. Et pour moi, la méthodologie est une manière de travailler la motivation des élèves, leur donner des clés, renforcer leur sentiment de compétence pour leur permettre de sentir qu'ils savent comment faire et donc ils ont du contrôle sur ce qu'ils vont mettre en place. Pour moi, c'est très important et ça va impacter la motivation. Et mettre Et l'estime d'eux-mêmes aussi, la confiance, parce que finalement, peut-être qu'avec une technique, par exemple, de mémorisation, ben voilà, ils vont pouvoir mémoriser, ils vont se dire, ben tiens, j'en suis capable, et finalement, c'est pas moi qui suis, qui suis mauvais dans mon cours de maths, et finalement, c'est peut-être la façon dont je m'y prends pour pouvoir l'intégrer, l'ancrer. Et ouais, on peut tous parfaitement bien fonctionner, c'est ça. savoir est-ce qu'on sait comment fonctionner. Et une fois C'est ça la question. on a compris le système, je pense que oui. Et le plaisir, tu parlais de la notion de plaisir, pour moi, c'est indispensable autant pour les enfants que pour les enseignants. Parce que je trouve que, comme tu dis, le système, bah, voilà, il n'est pas parfait, mais il évolue. Je pense que il y a des tas d'acteurs qui sont en train de mettre des choses en place pour que les choses évoluent et qu'on tende vers quelque chose de plus dynamique, de plus impactant, de plus motivant pour tout le monde. Mais je crois que c'est important pour les enseignants. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les enseignants. Je trouve que c'est un magnifique métier qui n'est pas évident. On a mis en place d'ailleurs pas mal de démarches, on en parlera certainement tout à l'heure aussi dans le cadre du festival. Mais c'est important pour moi que l'enseignant ait du plaisir dans son travail, qu'il ne soit pas face à de la contrainte permanente, quelque chose de très répétitif ou ennuyeux qui n'amène plus chez lui de la motivation et de l'envie de. Et donc, j'avoue que c'est une de nos missions dans le festival, c'est de chouchouter les enseignants parce que c'est important de s'occuper de leur motivation, de leur bien-être. Et c'est eux qui sont en première ligne aussi, finalement, avec les jeunes. Et c'est vrai qu'on voit tout un tas d'enseignants qui adorent ce qu'ils font et qui sont, mais finalement, quelquefois, qui se sentent un peu soit frustrés ou verrouillés par le fait de ne pas pouvoir mettre des choses en pratique ou qui n'ont pas tout le temps non plus connaissance de ce qui peut être mis en pratique. Et donc là aussi, je pense que l'idée avec le festival, c'est de pouvoir ouvrir et de pouvoir mobiliser les personnes, les acteurs de terrain et de participer aux échanges. Et finalement, c'est pas que les personnes travaillent en vase clos, mais de voir aussi un petit peu ce qui se fait au sein des classes, au sein des différentes pratiques pédagogiques dans les écoles, etc. C'est finalement rassembler à la fois. Je sais que le festival est ouvert aussi pour les parents et même pour les étudiants, mais l'idée, c'est d'avoir comme ça un espace dans lequel tout le monde peut se retrouver, échanger et apprendre finalement des uns des autres. Donc, je pense que l'idée d'échange et de partage aussi est importante. C'est ça pour ce festival-là, mais donc il y a l'événement, mais à la suite de ça ou en amont, mais bien sûr, il y a tout l'aspect aussi via la page Facebook, les interventions que tu fais, les interviews, etc. Finalement, pour donner aussi du contenu, pour donner des pistes et des clés de réflexion, de pratique pour les enseignants. Est-ce que là, c'est vraiment l'idée finalement de trianguler avec tout le monde? Oui, tout à fait. Et comme je disais, pour moi, une des choses importantes, c'est qu'il y a beaucoup d'enseignants qui aiment leur travail, qui ont envie, qui sont conscients qu'il faut faire bouger les choses, ils veulent aider leurs élèves. Moi, c'est vraiment rare. J'ai des enseignants, je crois que j'en vois à peu près 30 par jour. Des enseignants qui n'ont pas cette envie d'aider. Pour moi, c'est quand on a choisi d'être enseignant, c'est parce qu'on a c'est une vocation, pratiquement une mission de vie. Hein. Enfin, mais comme tu dis, oui, ça peut amener de la frustration parce que
c'est un fameux challenge, hein. Je veux dire, il n'y a pas de solution simple à un problème complexe. Et l'apprentissage, l'éducation, pour moi, c'est une problématique complexe à laquelle on ne va pas trouver des solutions comme ça toutes faites, toutes fortes, qui fonctionnent pour tous. On est face à l'humain, à des élèves qui ont chacun leurs particularités, leurs besoins. Et donc, c'est très challengeant. Et je reste convaincue qu'une des premières portes pour les rassurer, pour leur donner confiance en eux, pour les remettre en action et les amener à franchir ce pas de la peur, de se dire oui, mais j'ai peur de mal faire, c'est de les former, c'est de leur donner des outils, de leur donner un maximum d'aide concrète, parfois théorique, mais en tout cas de leur donner des outils parce que voilà, moi je ne suis pas encore trop vieille, pas encore, mais mine de rien, entre ma formation initiale et les premières classes que j'ai eues et les élèves que j'ai face à moi aujourd'hui, il y a eu encore énormément de changements. Et donc, pour moi, la formation continue, elle est hyper importante et elle va aider les profs et les remotiver. Bien sûr, la société change, le monde change et forcément l'école aussi est en train de changer, peut-être pas au même rythme, mais en tout cas, on voit qu'il y a des changements qui s'opèrent et qu'il y a des choses qui sont en train de se passer dans les écoles et ça, c'est super. Et voilà, il faut aussi, c'est pas peut-être tout le temps évident parce qu'il y a peut-être la peur, comme tu disais, de mal faire, mais il y a aussi des enseignants qui testent des choses et c'est pas parce qu'on teste que ça sera parfait tout de suite, mais en tout cas, voilà, il y a cette envie, il y a cette volonté de vouloir aider les jeunes. Et quelquefois, c'est vrai qu'il y a peut-être la contrainte du programme des cours et il y en a plein qui me disent, bah, tiens, moi, j'aimerais faire de la méthode de travail avec mes classes, mais par contre, ils sont 22 et je ne trouve pas le temps ou les moyens structurels pour pouvoir le faire, etc. Et donc, il y en a certains qui lancent ça sur le côté, vraiment en site et qui développent une activité d'accompagnement un peu plus individualisée aussi pour les élèves. Donc, on voit finalement qu'il y a toute une série de mobilisation de pratiques qui évoluent. Ça, c'est vraiment chouette. Pour toi, finalement, ça serait quoi un peu c'est quoi tes outils un peu indispensables? Qu'est-ce que tu utilises le plus avec les jeunes? Est-ce qu'il y a une spécialisation ou un vecteur dans lequel tu t'orientes plus en méthodo ou est-ce que tu abordes différentes thématiques ou est-ce que vraiment, toi, ton focus, c'est, je sais pas, la mémorisation, je vois ça derrière sur ton panneau. Est-ce qu'il y a un modèle aussi que tu as créé, c'est ça, à partir de… Oui, ça, le modèle qui est derrière, c'est le modèle que j'ai créé, qui est un outil d'abord d'identification des besoins, parce que quand j'étais en charge de la structure de méthode de travail, moi, on m'envoyait tous les élèves qui avaient un problème en méthode de travail. Alors, c'est vaste. Oui, c'est ça, ça veut tout et rien dire. Et j'avais l'impression, finalement, à certains moments, d'être un peu frustrée aussi, de me dire, j'ai l'impression que je n'aide pas de manière assez efficace, parce qu'en fait, le besoin de l'élève, il n'est pas assez précis, je ne sais pas exactement en méthode qu'est-ce qui coince. Est-ce que ce sont ces stratégies de compréhension? Est-ce que ce sont ces stratégies de mémorisation? Est-ce qu'on est davantage sur un problème de motivation au départ? Est-ce que c'est plutôt des problèmes attentionnels? Et donc, ça me semblait important d'avoir une sorte de grille, en tout cas, qui permet lecture, un point de départ pour situer un peu voilà. et pour finalement… Et de bien identifier le besoin pour éviter de gaver l'élève avec des outils dont il n'a pas forcément besoin et qui ne lui correspondent pas. S'adapter les services aux besoins finalement de chacun ou d'un de tes groupes. Tout à fait. Et donc moi, j'ai conçu l'outil ici que j'utilise au quotidien avec les jeunes, de me dire déjà, est-ce qu'on a bien identifié le besoin pour qu'on puisse agir correctement et pouvoir l'accompagner correctement. Et c'est aussi un outil d'accompagnement parce que c'est vrai que moi, j'utilise pas mal l'approche explicite, de l'enseignement explicite, l'importance d'éviter de mettre de l'implicite dans les apprentissages. Et c'est vrai que moi, je prenais conscience qu'il y avait beaucoup de choses que je disais à mes élèves, c'était plein d'implicites. Et en fait, chacun partait un petit peu avec sa définition. Et donc, c'est une question que moi, j'ai posée à je ne sais pas combien d'élèves. Étudier, ça veut dire quoi? Et j'ai été scotchée d'entendre les réponses. Parfois, j'ai même rien entendu du tout, de me dire en fait, derrière ce mot, il n'y a rien. Et c'est vrai que c'est devenu un petit peu, en tout cas massif, c'est de me dire soyons très explicites, mettons des mots. C'est quoi, comment ça se passe, chacun finalement fait aussi avec ses perceptions, ses croyances, ou peut-être ce que les parents ont dit, étudier, c'est rester devant ta feuille devant 2 heures, c'est écrire, copier, c'est pas nécessairement ça. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant de partir du point de vue du jeune et de ce que lui, tiens, c'est quoi sa définition d'étudier ou d'apprendre pour finalement essayer de collecter tout ça et de voir un petit peu d'où
tout pas. De me rendre compte aussi que moi, le fin de cours, je disais, bon, ben, les gars, pour demain, il faut étudier ça. Et de me dire, Ouais. ben, en fait, chacun part avec sa propre perception de C'est ce ça. qu'il y a derrière. Et de se dire, déjà, clarifions, ayons une définition commune, soyons. Après, chacun utilisera ses stratégies et ouvrir un maximum de stratégies, pouvoir donner des techniques, c'est autre chose. Mais en tout cas, de savoir que quand j'étudie, lire, ça ne veut pas dire étudier. Bien sûr. Il va falloir faire bien autre chose. Et donc, de travailler beaucoup sur cette approche explicite et de leur donner, en tout cas, pas mal de guidance, qui est une guidance qui est temporaire, c'est-à-dire que dans l'accompagnement, je vais les guider pour petit à petit et progressivement les amener à de l'autonomie. Ouais, Et de dire, l'autonomie, c'est pas quelque chose qui va, c'est pas comme ça, en un claquement de doigts, bam, je bien deviens sûr. autonome. Je dois l'accompagner en tant qu'enseignante. Moi, je me suis focalisée sur ces outils d'accompagnement, de dire comment je fais pour augmenter ma guidance que je vais donner aux élèves. Alors, ils n'auront pas tous besoin de la même guidance, mais je vais la proposer à l'ensemble de ma classe. Certains vont aller le prendre, d'autres pas du tout, d'autres pendant une période plus courte, mais de se dire en fait, ça c'est le rythme de chaque enfant. Certains passeront très vite à de l'autonomie, d'autres auront besoin de garder des outils de guidance pendant tout un temps pour ensuite arriver à de l'autonomie. Mais donc, je dirais que ça, moi, c'est cet outil-là, donc qui est derrière la roue de l'apprentissage. C'est l'outil phare que tu utilises principalement. Enfin, en tout cas, c'est une porte d'entrée pour tes accompagnements. Le fait, c'est vrai, de rendre le jeune, l'élève ou le coaché, peu importe comment on l'appelle, autonome, c'est vrai que c'est un but recherché, de pas essayer de chercher du coup la relation de dépendance, parce que le but du jeu quand même, c'est qu'il puisse faire, reproduire et répliquer ce qu'on va lui montrer, ce qu'on va lui apprendre de façon, c'est vrai que de façon autonome. Moi, j'aime bien aussi partir sur des choses. Finalement, c'est vrai qu'en coaching, on dit souvent que la solution doit venir du jeune, qui doit apporter des solutions, etc. Mais je trouve que dans un contexte scolaire, il faut partir sur du tangible, du matérialisable. Et donc, quand l'élève arrive avec, moi j'ai 10 définitions étudiées en sciences, mais comment je fais maintenant? Parce que c'est dans 3 jours et comment on peut… Donc, finalement, c'est dans l'accompagnement, il y a les explications des méthodes, des outils, la prise de conscience, mais après, il y a comment on fait maintenant. Et donc, on fait finalement aussi avec le jeune. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'essaie de pratiquer aussi. J'essaye de la première fois, j'étudie en même temps, au même moment que lui, en lui montrant comment faire pour après, finalement, c'est faire avec lui, mais pas à sa place, pour qu'à un moment donné, il puisse aussi le faire de façon autonome. Et même, peut-être que ça ne fonctionnera pas tout de suite, ou ça ne fonctionnera peut-être pas à 100%, mais l'idée, c'est de vraiment aussi l'accompagner en dehors des séances et de voir un petit peu aussi ce qu'il va mettre en pratique et comment lui, il va être acteur finalement du processus, parce que le but du jeu, enfin toi les outils, les méthodes, tu les connais, le but maintenant c'est de pouvoir les enseigner et qu'elles puissent être utilisées par d'autres personnes, donc ça c'est… Oui, très clairement, et comme tu l'as dit, le but n'est pas de faire à sa place, mais le but est quand même de le guider. Et je dirais que l'élève qui fonctionne bien, lui, de manière assez intuitive, il va développer ses techniques, ses outils, etc. Et il va très rapidement arriver à l'autonomie. Ce qui m'intéresse et ce qui m'a toujours intéressé quand j'étais en classe, c'était l'élève moyen ou l'élève avec une difficulté. Lui, il va avoir besoin de cette guidance qui n'est pas permanente. C'est pas que je vais être tout le temps là et l'assister en permanence. C'est au contraire de le guider et de faire en sorte que cette guidance lui permette de prendre confiance en lui, d'arriver à une réussite, d'acquérir vraiment cette motivation et de se dire qu'à un moment donné, je puisse progressivement lâcher la main. C'est comme l'apprentissage de la marche. Hein. Je ne vais pas laisser tout de suite l'enfant se casser la figure. Je lui donne la main, il me tient juste le doigt et je retire et il est capable de marcher tout seul. Mais je pense que c'est important la nuance de dire guider ne veut pas dire que je l'assiste, ça veut simplement dire que je lui donne ce dont il a besoin à un moment T et on va réévaluer à différents moments pour lui permettre d'arriver à l'autonomie. Bien sûr, tout à fait. Quelles seraient pour toi les compétences indispensables ou les compétences à développer pour quelqu'un qui veut accompagner, pour un enseignant ou un professionnel de l'éducation qui cherche à accompagner peut-être plus spécifiquement en méthode de travail un étudiant, parce qu'il y a pas mal de formations qui existent, il y a pas mal d'outils différents et c'est vrai que voilà, c'est un peu dur quelquefois de faire je veux dire, son marché ou de trouver vraiment ce qui correspond à… Parce que bon, on a quelquefois aussi un peu ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant, où on va faire une chose puis on va en faire une autre, etc. Et finalement, on risque un petit peu, la solution devient un problème un peu plus important. Donc, pour toi, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles une personne qui veut aller vers de l'accompagnement comme ça, individualisé, quelles sont un peu les indispensables, les compétences à développer pour, si
tu avais un conseil à donner à ce niveau-là, ce serait quoi? Bah, j'avoue que moi, j'ai fait le choix, moi, personnellement, d'avoir en Mhm, tout cas une approche assez variée mhm, parce que je reste convaincue que, étant donné la diversité qu'on a face à nous et qu'un enseignant a face à lui, de se dire, est-ce que j'ai différentes portes d'entrée? Parce qu'un mhm. enfant n'est pas l'autre et que, Ouais. par exemple, je te disais, moi, je me suis formée en gestion mentale, j'ai trouvé ça génial, je trouve que c'est Mhm, une super chouette approche ce travail d'introspection, de dialogue pédagogique avec l'élève, les outils qu'ils ont pu concevoir en gestion mentale. C'est-à-dire, est-ce que moi, je fais le choix de ne faire que de la gestion mentale euh, Moi, j'ai fait le choix que non, de me dire, ben, c'est un des outils hein, de voilà, ton c'est un panel outil et c'est une ouais. très chouette porte d'entrée avec certains Mhm, élèves avec qui ça va être vraiment très impactant et très aidant. mhm. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours aimé le fait d'avoir une palette Ouais. d'outils et de me dire, ben, je me rends compte que par exemple, les outils de la PNL aussi sont, Mhm, ouais. la PNL d'apprentissage sont très structurants et je les trouve très intéressants et vont très bien, vont aider et vont soutenir pas mal d'ados Ouais. avec qui je travaille. Maintenant, je dirais que toutes les recherches en sciences cognitives, pour moi, ça, c'est très précieux parce que Mhm, avoir le mode d'emploi de son cerveau, ben, ça me semble indispensable pour pouvoir ouais. bien l'utiliser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même des connaissances Ouais. sur le fonctionnement, comment fonctionne la mémoire, qu'est-ce qui se passe en situation d'apprentissage. Je trouve qu'il y a pas mal d'ouvrages qui sont extrêmement bien faits et tout à Mhm, fait abordables ouais. et qui donnent vraiment une meilleure connaissance du fonctionnement et ça, pour moi, je dirais que c'est un incontournable. C'est-à-dire, Mhm, si je fais le mode d'emploi, après, dans les outils, voilà, il y a certains pédagogues que j'ai interviewés ou que je connais qui sont vraiment super et qui ont fait le choix d'une approche et qui sont et c'est très bien. Enfin, je n'ai pas enfin, chacun. oui, chacun sa Moi, j'ai façon fait le de choix fonctionner, et ouais, j'aime voilà. bien l'idée d'avoir plusieurs portes d'entrée parce que, Ouais. voilà, je pense qu'une seule technique n'a pas toujours le même impact avec tous les élèves. Je partage vraiment ce que tu dis également parce que bah, finalement, les pratiques aussi évoluent. On voit qu'en quelques années ici, même au niveau de la neuroéducation, enfin, enfin, même des sciences cognitives, etc., enfin, on voit que les outils évoluent aussi, les pratiques évoluent, et donc finalement, on ne peut pas rester figé sur des choses. Et donc, il faut, enfin, comme tu disais tout à l'heure, voilà, il y a une formation continue à faire, même pour des intervenants comme ça, même si on n'intervient pas en classe directement, ou alors si on le fait en parallèle. Je crois que voilà, quelqu'un qui va vers enfin, finalement, voilà, que ce soit du coaching ou de l'accompagnement, quand on va vers ce type de pratique, ben, finalement, il y a un travail aussi à faire sur soi et il y a tout le temps des connaissances à aller chercher, des bouquins à lire, des expériences à tenter, etc. Et c'est comme ça, finalement, qu'on évolue et qu'on… Oui, c'est ça. Je trouve que c'est vraiment dans cette. Enfin, moi, je te le disais hein, juste avant l'interview Mhm, aussi. En partant au Canada, par exemple, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Ça veut pas dire que j'étais d'accord avec tout ce qui était fait non plus, ou que bien sûr. je trouvais que tout était formidable et que je trouve que tout est génial. C'était de me dire, c'est super riche de voir d'autres manières de faire, de Ouais, voir d'autres approches. Euh, et ça a nourri ma réflexion et mon travail d'accompagnement et de me dire, le fait d'avoir observé d'autres manières de faire même si pour certaines, je me disais, bah là, je trouve ça un peu étrange comme manière de mhm, faire, ou je sais pas, c'est pas comme ça que moi je ferais, mais j'ai trouvé ça, je trouve que c'est très très riche, ça nourrit la ouais. réflexion et ça permet de faire évoluer nos pratiques en tout cas. Tout à fait, parce que c'est vrai que si on ne part que sur une approche, ben finalement, ça pourrait fermer ou on ne pourrait vraiment. C'est comme l'expression qui dit voilà, si une personne a un marteau, va avoir tous les problèmes comme un clou, et finalement, on va utiliser le même marteau pour tous les clous, alors peut-être qu'il faut des instruments différents. Et donc là, finalement, c'est ça, c'est le fait d'avoir une approche ben, qui peut être complémentaire à d'autres, et d'ouvrir et pas de fermer, de dire ben voilà, j'ai ça à ma disposition. Et comme tous les élèves, finalement, oui, il y a des façons de fonctionner plus ou moins similaires, mais chaque élève est différent. Chaque élève et la façon d'accompagner le jeune. Enfin voilà, tu parlais de la PNL, je pense que c'est un truc hyper intéressant aussi parce que la façon d'accompagner peut elle-même changer aussi, indépendamment des outils. On ne va pas peut-être avoir la même façon d'accompagner un jeune qu'un autre, et donc finalement, c'est que des choses qui sont singulières comme ça. Donc, super. Quelles seraient les choses à retenir peut-être du système canadien, de ce que tu as observé, ou quelles seraient oui, peut-être les choses qui seraient à prendre de la richesse des pratiques là au Canada? Qu'est-ce qui a Alors pour marqué moi, ton attention? de manière vraiment générale, pour moi, ce qui est riche, c'est de partager en fait et de voir d'autres manières de faire. Alors Mhm. c'est une culture qui est différente. Le D'accord. système est relativement semblable. Je dirais qu'il n'y a pas
il n'y a pas énormément, il y a des petites différences, mais ce n'est pas énorme. Ils rencontrent des difficultés qui sont semblables aux nôtres, et ça, je trouve ça très intéressant aussi, parce qu'on croit toujours qu'on est un peu tout seul, mais ils n'ont pas trouvé toutes les solutions non plus. Et donc, moi, ce que j'ai aimé, c'est que dans leur culture, ils partagent énormément. Donc, il y a vraiment une envie d'échanger, de partager. Moi, quand je suis arrivée là-bas, on m'a vraiment mis en contact avec plein de gens qui avaient l'envie de partager leurs pratiques. Et ça, j'ai trouvé que c'était une richesse énorme. Après, dans les approches, je pense qu'ils ont testé pas mal de choses. C'est vrai qu'ils se rapprochent, en tout cas dans certaines régions du Canada, davantage de l'école inclusive. Qui, moi, était une thématique qui m'intéressait énormément, de voir qu'effectivement, ils avaient déjà mis en place des structures pour que l'école soit plus inclusive. Et je lisais encore ce matin un article disant qu'effectivement, on repensait l'enseignement spécialisé ici en Belgique pour 2024-2026, je pense. Je pense qu'il y a des bonnes idées à les prendre. Ça ne veut pas dire que tout est bien. Non, c'est parfait. Il y a des choses intéressantes à réfléchir, en tout cas. Peut-être dont on pourrait s'inspirer par rapport à ça, parce qu'ils ont déjà testé beaucoup de choses. Alors, je pense qu'ils ont testé des choses qui n'ont pas forcément fonctionné, mais c'est intéressant de voir qu'ils ont testé des choses qui n'ont pas fonctionné. Ils ont mis en place certaines choses qui fonctionnent, qui ont un impact, qui rendent les choses, en tout cas, possibles pour les enseignants, pour les enfants. Donc, pour moi, c'est là la plus grande richesse. C'est pas qu'ils ont la solution parfaite pour tout, ou qu'ils ont trouvé la solution ou la pédagogie qui convenait, mais c'est que ils testent certaines choses et de là, pour moi, on a tous à apprendre, comme eux ont à apprendre de nous. Bien sûr, c'est ça. L'idée d'un réseau d'échange et d'un échange de bonnes pratiques et voire même de tables rondes, un peu comme tu fais aussi sur la page Facebook, de faire intervenir des personnes, des intervenants, etc. pour finalement métisser un petit peu les pratiques et les approches de chacun. Ça, c'est super. Est-ce que tu pourrais nous parler peut-être un peu plus du festival Out of the Book ici? Donc, l'édition 2021 aura lieu en octobre, hein, c'est ça? Ça sera la 3e, et croisons les doigts. On va faire de l'affirmation pour avoir les… Rien affirmer de tout ça, en tout cas, on l'espère. Quel est un petit peu donc ça se passe sur 2 jours, c'est ça? Quelle est un petit peu pas l'initiative, mais en tout cas l'idée du projet, comment ça va se concrétiser, enfin, finalement, voilà, quel va être donc on sait qu'il y a des stands, il y a aussi des conférences, etc. Quelle est vraiment finalement la ligne, le fil rouge de ce festival qui se passe sur 2 jours? Alors, je vais essayer d'être concise, parce que quand je commence à parler du festival, je ne m'arrête plus. Alors, effectivement, donc, le festival, il est sur 2 jours. Ici, pour cette 3e édition, jusqu'à présent, c'était un samedi et un dimanche. Ici, ce sera un vendredi et un samedi, tout simplement parce qu'on est super contente, mais la journée du vendredi a été reconnue comme formation par l'IFC. Donc, comme formation pour les enseignants. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent s'inscrire via le site de l'IFC. C'est compris dans leur formation continue. Génial. Et donc, ils y ont accès gratuitement le vendredi et le samedi. Ils peuvent assister aux conférences, aux ateliers, aller rencontrer les différents stands, puisque comme tu l'as dit, le festival, donc sur les 2 jours, on est entre 50 et 60 stands qui sont présents, donc qui sont des structures, souvent des petites ASBL, des structures initiées par pas mal d'enseignants aussi, qui proposent de la formation, des outils pédagogiques, de l'accompagnement de jeunes. Et puis, on a une trentaine de conférences. Il y a 2 espaces conférences où là, ce sont des pédagogues qui abordent des thématiques assez variées. On aborde de la pédagogie, évidemment, parce que ça, c'est notre souci, notre volonté première. Mais il y a tout ce qui est aussi bien-être à l'école. Il y a le fait, toutes des thématiques sur repenser la classe autrement. Mais il y a aussi toute la partie numérique. On a pas mal d'intervenants, comment faire entrer le numérique, et c'est vrai que c'est une question… Au Digital Wallonia, je me souviens, j'avais un contact là, en 2018 de chez eux qui était présent, c'est super. Voilà, tout à fait. Et donc, pour nous, c'était important aussi parce que c'est une réalité. Et la crise a montré à quel point il fallait être un peu plus à jour par rapport à tout ça. Donc voilà, donc il y a pas mal de thématiques abordées. Il y a des ateliers aussi. Les ateliers sont plus pratico-pratiques. Donc l'idée, c'est que
La conférence, évidemment, est un petit peu plus Théorique, c'est pour poser le cadre et pour finalement… L'atelier est plus pratico-pratique, c'est-à-dire que les participants vont être actifs, vont devoir pratiquer en tout cas les notions qui auront été expliquées lors de la conférence. Et Génial. puis, il y a un aspect, donc on en a un petit peu parlé indirectement tout à l'heure, qui est l'initiative des enseignants du talent, qu'on a initié dès la première édition du festival, qui rejoint tout ce qu'on vient de dire maintenant, en fait. C'est cette idée du partage. Et c'est vrai que nous, on est convaincus. Moi, en allant dans les écoles, en fait, dans toutes les écoles, moi, j'ai vu des super idées. J'ai vu des toutes petites pratiques géniales et super importantes. J'ai vu des plus grands projets mis en place en me disant, waouh, c'est juste génial ce qu'ils ont mis en place dans cette école. Et de me dire, mais en fait, c'est pas partagé. Mais c'est ça, c'est quelquefois réservé juste à la classe ou peut-être à même la que le classe collègue ne le sait ou pas. parfois dans le meilleur des cas à toute l'école, mais l'école d'à côté ne sait pas que tiens, ils ont initié ça, comment ils s'y sont pris, etc. Et donc on s'est dit c'est vraiment dommage parce que premièrement on a envie de valoriser le travail des enseignants, de mettre en lumière leurs initiatives et de reconnaître l'énergie, leur créativité qu'ils mettent dans leur travail au quotidien. Et puis on a envie que ça puisse inspirer d'autres enseignants parce qu'en fait on joue tous dans la même équipe. Et de se Bien dire, sûr. on est convaincu qu'on ira plus vite si on le fait ensemble que si on le fait tout seul, chacun de son côté. Et donc, les enseignants du talent, c'est tout enseignant de maternelle, de primaire, de secondaire peut déposer son projet. Donc, quand je parle de projet, ça veut C'est pas dire quelque chose qui a été mis en pratique en classe. ça veut simplement dire qu'il a mis en place une pratique. Je donne un exemple concret. On a une enseignante de mathématiques en secondaire, par exemple, qui avait décidé d'intégrer le jeu dans sa classe de maths pour repenser les maths autrement. Et donc, elle avait créé des petits ateliers. Ça ne veut pas dire qu'elle avait changé tout son cours, mais elle avait mis en place des ateliers et elle est venue présenter son initiative en disant l'impact, c'est que ça a permis à mes élèves d'être beaucoup plus motivés et à améliorer leur compréhension. Dire, génial. Voilà, qu'est-ce que ça a apporté, quel était le bénéfice du projet. Les matériels dont tu as eu besoin. Et donc, tout prof peut aller déposer son projet sur le site Internet. Quand j'ai déposé son projet, ça prend 5 minutes. Oui, c'est ça. Il y a un petit canevas à remplir. Un canevas très simple, très court. C'est pas un long dossier à rédiger. Et ensuite, on va, au moment du festival, il y a des projets qui vont être présentés. Et donc, les enseignants pourront aller à la rencontre d'autres enseignants pour voir un petit peu comment ils s'y sont pris. On a transformé la deuxième année, ces projets, on les a mis sous forme de fiches pédagogiques. Et ces fiches pédagogiques sont téléchargeables gratuitement sur le site internet du Festival Out of the Books. Donc, c'est de nouveau du matériel qui est disponible et qui inspire. Il y a le nom du porteur de projet, donc on peut contacter aussi le professeur qui a initié la pratique pédagogique. Et donc voilà. C'est vraiment ça, la mise en relation entre les personnes et finalement l'utilisation aussi de ce qui a été fait peut-être dans une classe ou dans une école à tester et prendre. Et de nouveau, de se dire, tiens, ça m'a inspiré. Moi, j'ai pas fait la même chose, mais j'ai trouvé ça intéressant, ça m'a donné une idée. Et donc, du coup, je me suis lancée aussi de mon côté. On a poursuivi ça parce que la première année, dès la première année, on s'est dit, c'est incroyable, ça prend tout. Les enseignants qui sont venus présenter leur projet, mais ils étaient super stressés au début. Et puis, ils sont tous venus dire merci, c'est génial. Et les gens trouvaient que ce que j'ai fait, c'était top. Et de se dire, mais oui, c'est top ce que vous faites. Et il y a tellement peu de reconnaissance et de retour. Bien sûr. Quelquefois, quand on a l'image qu'on dresse quelquefois des enseignants est assez insupportable, alors que voilà, on ne les met pas assez en lumière. Et finalement, comme tu le disais, ce n'est pas un métier facile. Il y a plein de choses qui seraient à mettre vraiment en avant dans les classes, etc. Et on n'a pas cette compréhension, en tout cas, quand on ne fait pas partie directement du corps enseignant, qu'on n'est pas plongé dans les écoles, on n'a peut-être pas ce regard-là non plus de ce qui se fait, de ce qui s'opère dans les écoles et dans les classes. Et ça, vraiment, c'est génial comme pratique et comme initiative parce que voilà, pour eux aussi, finalement, c'est une mise en confiance aussi dans ce qu'ils font. C'est un échange aussi avec d'autres personnes et donc, c'est super. Donc, on a poursuivi ici et c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, le festival, donc ici en octobre, ce sera la 3e édition, mais c'est vrai qu'on a, on a dû un peu se réorganiser aussi puisque l'année 2020 a été plus que chamboulée. Et c'est vrai qu'on a rebondi en proposant via la page Facebook, on en a parlé tout à l'heure, des interviews live donc, qui sont proposées chaque semaine depuis le mois d'octobre. On avait déjà fait ça lors du premier confinement aussi l'année dernière.
des interviews d'environ 1 heure de personnes, des pédagogues, des enseignants qui viennent parler justement de leur pratique, de leur domaine d'expertise et voilà, d'ouvrir. C'est à la fois théorique, mais je trouve que chaque intervenant a fait en sorte que ce soit assez concret, de proposer des outils et de donner des pistes très concrètes aux enseignants qui nous suivent. Ces vidéos, on peut les revisionner quand on veut. Donc, même si vous avez raté tous les lives depuis le mois d'octobre, On peut rattraper le retard qu'on a accumulé, regarder à on peut nouveau la en enchaîner. sélection des sujets qui vous intéressent davantage. Donc ça, c'était une volonté qu'on avait aussi de continuer à accompagner les enseignants. Et dès aujourd'hui, on a plusieurs initiatives d'enseignants qui vont être mis à l'honneur sur la page du festival. Donc, parce que on a tout au long de l'année des enseignants qui déposent des projets pour les enseignants ont du talent. Et donc, même chose, les enseignants qu'on va mettre enfin, les projets qu'on va présenter sur la page Facebook, ces enseignants-là, on les met en lumière et on les remercie aussi pour leur partage de pratique. Donc, on leur offre des petits cadeaux. Génial. Pour vraiment les encourager à Bien sûr, à pouvoir le faire. Ouais. Moi, je trouve ça génial, je trouve ça généreux parce que c'est souvent aussi des enseignants qui ont passé des heures et qui sont prêts à partager, qui ont envie de faire découvrir, d'accompagner d'autres, d'inspirer d'autres enseignants. La démarche n'est que positive, mais on a envie aussi de les remercier pour ça. Donc voilà. Génial. Et tout se trouve, toutes les informations sont sur la page Facebook et sur le site internet. Super. Il y a aussi, je pense, l'accent à mettre sur le lieu qui est un peu magique du festival. Moi, quand j'étais venu la première année, c'est vrai qu'il y a une certaine ambiance. Rien que le lieu, le cadre, créer comme ça une ambiance, je trouve agréable. Et c'est assez cocooning parce que finalement, voilà, c'est le fait qu'il y a un espace à la fois dehors et à l'intérieur. Ça se passera toujours au même lieu, normalement, en Oui, principe. ça sera toujours à la ferme de Mont-Saint-Jean à Waterloo. Et c'est vrai que Alexia et moi, donc, qui avons lancé le festival, c'est vrai que c'est un endroit qu'on adore. Il y a eu un coup de cœur sur le lieu, je me doute. Donc, c'est vrai qu'on voulait que ce soit déjà la notion de festival. On avait envie de montrer aussi le festival Out of the Books. Out of the Books, c'était dans l'idée de sortir du cadre traditionnel, sortir du livre. Et donc, ici, l'endroit, pour moi, c'était très important, en fait. Le lieu, on ne voulait pas que ce soit justement dans un cadre traditionnel. On voulait changer un peu ça et montrer que c'était agréable aussi en tant qu'adulte d'être dans un cadre autre, mais qu'on pouvait toujours apprendre et qu'on apprenait à nous peut-être. On passe un bon moment dans un bel endroit où on apprend des choses. Et donc, finalement, il y a tout ça qui… Et c'est vrai que c'est marrant que tu le soulignes parce qu'il y a beaucoup de participants qui nous l'ont dit en disant ce qui est vraiment génial, c'est que j'ai pas une tête comme ça quand je sors du festival. C'était tellement agréable d'être à la fois en intérieur, en extérieur. C'est vrai que ici, on sera au mois d'octobre, donc on va utiliser quand même beaucoup l'espace intérieur aussi. Oui, bien sûr. La ferme de Mont-Saint-Jean a fait des travaux ici pendant presque 2 ans. Et ça va être… Waouh. Super. Hâte de pouvoir y être. Peut-être on pourrait terminer sur on a parlé un peu du passé, maintenant du présent, peut-être sur l'avenir. Est-ce qu'il y a d'autres projets? Est-ce qu'il y a d'autres initiatives, en tout cas, pour toi qui mettent en place toute une série de choses, etc., et qui vivent finalement au travers aussi des nouvelles choses et des nouveaux projets? Est-ce qu'il y a, tu aurais des envies ou des envies ou des nouveaux projets pour l'avenir, même si c'est peut-être pas tout de suite, ou quelles sont un petit peu les idées ou ta vision pour les années à venir? Peut-être même au niveau de l'éducation de façon méta, mais toi, personnellement, pour tes projets que tu vas mener? Alors, dans les projets à venir, il y a un premier projet, c'est qu'il y a un livre que j'ai rédigé pendant le confinement qui va sortir le 19 août. Wow, cool. Donc ça, je suis ravie, c'est super. Félicitations. En méthode de travail ou… En méthode de travail, tout à fait. Génial. Destiné à la fois aux parents, mais aussi aux enseignants sur des outils et approche assez concrète en fait pour accompagner les jeunes du secondaire principalement. Super. Et puis, il y a un deuxième projet dans le cadre du festival où, en collaboration avec Renaud Quémelen, avec qui moi je travaille régulièrement, on a lancé l'émission Pédagoscope, qui est une émission pédagogique qui a comme ambition, Renaud Quémelen et moi-même, on interview en fait un expert dans le domaine et on aborde des sujets pédagogiques de l'école à la maison. C'est-à-dire comment ça peut se mettre en place à l'école, comment on peut mettre ça en place à la maison. Donc, on a créé une chaîne YouTube qui s'appelle Pédagoscope
Et c'est vrai que c'est un très, très chouette projet parce que c'est dans la continuité aussi de ce qu'on a proposé avec les interviews live sur la page Facebook. Et c'est assez dynamique parce que, en tout cas, j'avoue que oui, je reste ouverte à tout projet et j'espère, et c'est l'ambition via Pédagoscope ou d'autres projets semblables, c'est en tout cas de donner de l'information concrète par des personnes qualifiées sur ce sujet d'éducation parce que ben, oui, moi je rencontre tous les jours des parents, des enseignants. Il y a 3000 questions de se dire comment est-ce que je fais, vers qui je dois me Ça. tourner, comment ça fonctionne. Donc, c'est de rendre l'information disponible et accessible finalement quand une Exactement. personne est en recherche, que ce soit peut-être un étudiant, un parent ou un enseignant, c'est de donner finalement du contenu et donner de l'information pratique à aller, oui, c'est ça, aller chercher. Finalement, c'est avec les joies d'Internet et du numérique aussi, finalement, on peut accéder à de l'information comme ça. Et ça, c'est génial quoi, pour toute personne qui serait en recherche d'informations. C'est super cool. Je mettrai le lien, en tout cas, de la chaîne dans la description de la vidéo. Si tu veux. Super. C'est chouette. Mais je dis ça, en tout cas, c'est que tu disais des projets pour l'avenir. C'est vraiment cette envie de se dire que communiquons au maximum et tentons de donner des réponses claires et précises, à la fois aux parents, mais aussi aux professionnels de l'éducation sur ce qu'ils peuvent faire, où est-ce qu'ils peuvent trouver de l'information. Parce que moi, je le répète, je le dis souvent, on est souvent considérés comme les mauvais élèves en Belgique. Et moi, je trouve que c'est pas du tout vrai, en fait. Je trouve qu'en Belgique, il y a énormément de démarches, il y a énormément de choses qui se mettent en place. On a des super auteurs qui écrivent vraiment beaucoup de livres. Il y a de la formation, il y a des structures qui accompagnent. C'est pas assez mis en évidence. C'est vrai qu'il y a un peu comme un biais avec les études PISA. Je pense qu'on on se fait une image du système et du fonctionnement en Belgique juste par rapport à ce test-là, PISA, le CDE, mais c'est pas forcément le cas où c'est qu'une, voilà, enfin voilà, il y a tellement d'autres choses à aller découvrir. Il y a des portes à aller ouvrir et il y a, voilà, c'est ça. On ne peut pas finalement fonder son image juste sur une statistique ou quelque chose Oui, qui tout à est fait. Et vraiment. j'avoue, quand on a lancé le festival, moi, je suis une passionnée d'éducation, donc je cherche déjà spontanément. Je veux dire, je vais souvent, je lis beaucoup, je vais sur les sites internet, je me forme. Et c'est en cherchant des structures et puis en étant contactée par certaines structures, je me suis dit, c'est dingue, je connaissais pas du tout cette structure. C'est super ce qu'ils font, c'est formidable. C'est parfois des toutes petites structures qui ont très peu de visibilité, mais de se dire, faisons découvrir tout ça parce que Bien ça sûr. existe, parce qu'il y a des gens qui sont des passionnés qui ont lancé des structures formidables qui peuvent être de véritables solutions et clés d'aide pour les parents, pour les enseignants, Et pour les qu'on n'a pas connaissance ou qu'on on n'en a ne pas connaît peut-être pas. connaissance. Oui, c'est ça. Et ça, je me dis, si on pouvait trouver un canal, une manière de donner de l'information de manière très concrète par rapport à tout ce qui existe, je pense que on aiderait et on rassurerait aussi énormément de parents, d'enseignants, d'enfants. Donc ça, ce serait une volonté en tout cas pour la suite. Génial. On peut peut-être terminer par deux petites choses, si tu le veux bien. Est-ce que tu aurais un livre à recommander, quelque chose que tu affectionnes particulièrement pour une personne qui veut apprendre, qui veut découvrir? Alors, il y en a certainement toute une flopée, mais si tu devais en choisir un, Le mien, le tien, mais si on peut déjà le précommander en précommande. non, attends, ben, écoute, oui, c'est vrai que c'est difficile de faire un choix parce qu'il y en a a énormément. Comme je disais, je travaille beaucoup avec Renaud Ouais. comme jeune et c'est La vrai Ligue que des talents, peut-être. les des talents et le jeu aussi. Ouais. Donc, l'aspect de la ludopédagogie Mhm. dans le livre, c'était Aider comment les on élèves grâce aux les élèves intelligences par le jeu. Ah oui, c'est ça, oui. Je trouve que ce sont des très chouettes outils parce que ce que j'aime, en tout cas dans les ouvrages de Renaud ou dans d'autres ouvrages, c'est ce côté à la fois théorique mais aussi pratique, de me dire on me montre vraiment comment l'utiliser. Il y a des Il fiches y a les fiches techniques, oui, c'est ça. voilà, qui me montrent vraiment comment faire ce transfert, ce pont entre ce que je viens de dire de manière théorique qui m'inspire, mais après c'est une autre paire de manches dont je dois l'envisager dans ma classe de 25. Et Comment on c'est vrai l'utilise, que dans quel cadre, en faire j'aime quoi bien aussi. les ouvrages qui sont rédigés par des enseignants ou des personnes qui sont dans les classes parce que du Oui, coup, on se dit, ben, ouais, il parle de manière très concrète, il c'est il ça. montre aussi, voilà, il l'a testé dans sa classe. Mhm. C'est vrai que l'ouvrage aussi sur la classe flexible, je me lance, je trouve que c'est génial parce qu'elle ouvre des champs de possibles dans la mise en place d'une classe avec une pédagogie un petit peu moins magistrale. Je trouve ce bouquin vraiment super, super chouette.
Après, je reste une grande fan aussi des ouvrages d'Erasme à la rescousse. Ouais. Il y a La l'ouvrage réussite scolaire ou les petits les passages, aménagements les raisonnables octophones. sur la neuroéducation que je trouve super chouette et Ils super sont, et là agréable. aussi, on retrouve les fiches pratiques. Enfin, c'est Tout à celui fait. qui a besoin de concret, et celui, enfin, que, voilà, on retrouve vraiment des choses finalement à utiliser. Et donc, ça part d'une base théorique, d'un contexte, etc. Mais après, il y a des choses très, très, et c'est très visuel aussi. Donc, si on aime ce qui est coloré, schématisé, etc., c'est Oui, super. c'est des ouvrages super agréables à parcourir en tout cas. Mhm, Et comme tu dis, ce mélange pour moi théorie-pratique où ça facilite aussi cette idée de fond de mise en place pratique. mhm. Donc voilà, mais après, Ah. l'ouvrage, Il n'y en a pas un, en tout cas, à mettre sur le il podium y en en a, il y en première a place. Ils énormément sont et c'est vrai à que je lis l'exemple. beaucoup, donc ça dépend un petit peu ce que je suis Ouais. en train de lire pour le moment. Ouais. On terminerait peut-être par une citation inspirante. Est-ce qu'il y a quelque chose, une citation que tu aimes beaucoup relire sous forme de mantra ou te répéter ou le dire à d'autres personnes? Est-ce qu'il y a quelque chose, toi, qui t'inspire et qui te vraiment Oui, moi qui j'adore la drive? citation de Mark Twain qui dit ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont Je fait. l'ai fait. Ouais. Ouais, Et je l'aime beaucoup parce que je crois qu'en éducation, il faut pas les freins, c'est nous qui les mettons, c'est de se dire allons-y. Mhm. Bien sûr. Rien n'est impossible selon moi, donc il faut juste se donner les moyens, se bouger, ça, voilà. Ouais. Mais c'est une citation que j'aime beaucoup, dans les projets en tout cas, Mhm. je la garde dans un coin de ma tête. Puis quand voilà, on met en place des projets, etc., la question de la motivation, elle est peut-être même plus précise parce que voilà, finalement, on sait pourquoi on le fait, on sait la raison, le sens, que ça avance, voilà, par quoi on est drivé, on connaît notre pourquoi aussi. Donc finalement, voilà, c'est de dire, OK, je fais le pas en avant, j'essaie de mettre en place quelque chose, c'est quoi l'enjeu finalement, qu'est-ce que j'ai à perdre, finalement, on a tout à Mhm. gagner, voilà, l'idée avec tes projets personnels ou celui avec le festival étant la co-organisatrice, c'est de pouvoir impacter finalement le monde de l'éducation aussi et essayer peut-être de faire bouger les lignes aussi à un moment donné, voilà, et d'apporter des choses finalement qui contribuent à l'évolution du système éducatif dans sa globalité avec tout ce que ça implique, quoi. Donc, c'est super. Est-ce que tu peux juste nous dire quelques endroits, peut-être tes sites ou les réseaux sociaux sur lesquels on peut te retrouver? Je mettrai tout ça sous la vidéo, mais Et donc, pour le festival, donc c'est vrai que la page Facebook est assez active. C'est ouais. Festival Out of the Books Mhm. sur Facebook. Le site internet, c'est festivalootb.com. Et D'accord. c'est vrai que là, on retrouve aussi pour les personnes qui ne sont pas sur Facebook, on transfère les vidéos. Donc, elles sont accessibles aussi sur la page, sur le site internet. Génial. Et on y retrouve aussi les fiches pédagogiques dont je parlais tout à l'heure qu'on peut télécharger. Mhm. Et prochainement, on y retrouvera aussi le programme de la troisième édition du festival, puisqu'il est quasi finalisé. Donc, vous pourrez y accéder pour voir un petit peu Génial. les conférences qui seront proposées, les ateliers, etc. Mhm. Euh, pour Évocation, il y a un site internet qui est évocation.be et une Mhm. page Facebook qui s'appelle Évocation aussi. Euh, Super. sur le site internet, en tout cas, il y a toutes les propositions, que ce soit Mhm. Les formations, les stages aussi, ateliers, j'ai vu les ça. formations. Il y a un catalogue de formations qui est aussi Génial. accessible pour les enseignants. Peut-être organiser des formations en méthode de travail dans leur école. Ça leur permet en tout cas d'avoir Les toutes contacts, les accès, les les infos. informations que moi j'ai. Et on y retrouve évidemment toutes mes coordonnées, mon téléphone et mon adresse mail pour m'écrire directement. C'est toujours le plus simple. Et voilà. Super. En tout cas, un tout grand merci. Et Merci à à bientôt. Au revoir, Sophie. très bientôt. Salut.